La fête s'est terminée très tard, la nuit dernière à Budapest. On est tellement content qu'Orban quitte le pouvoir. Plus tôt, sur les bords du Danube, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont acclamé le héros de la soirée. Le conservateur pro-européen Peter Magyar, vainqueur des élections législatives. Ensemble, nous avons fait tomber le régime Orban. Ensemble, nous avons libéré la Hongrie. De l'autre côté du Danube, ambiance plus morose. Entouré de ses partisans, le Premier ministre nationaliste Viktor Orban, au pouvoir depuis 16 ans, a reconnu sa défaite. Les résultats sont douloureux, mais sans ambiguïté. Nous n'avons pas reçu la responsabilité ni la possibilité de gouverner. Le scrutin, qui a fortement mobilisé les Hongrois, semble s'être transformé en référendum pour ou contre les dérives autoritaires de Viktor Orban et sa politique pro-russe. Les chancelleries européennes et Ursula von der Leyen ont tour à tour salué la victoire du nouveau Premier ministre. Moins de blocage en perspective et une coopération plus amicale. Tandis que Moscou prend acte du choix des Hongrois. Nous comptons poursuivre nos contacts pragmatiques avec les nouvelles autorités hongroises. La déroute de Viktor Orban porte un sérieux coup au mouvement nationaliste et d'extrême droite qui le soutenait, à l'image du camp MAGA du président américain et du Rassemblement national en France, qui a du mal à cacher sa déception. Beaucoup avait été dit que ce régime ne pouvait pas changer, qu'il était verrouillé, que les électeurs n'étaient pas libres. On voit que non seulement ils sont libres, mais ils sont libres de faire un choix effectivement massif. Alors comment expliquer cette défaite de Viktor Orban? Et quel signal envoie-t-elle aux autres leaders nationalistes et populistes? Le scrutin va-t-il marquer un tournant pour l'Europe? Nos trois invités pour le débat, Łukasz Masek, bonsoir. Vous êtes chef du Centre Grande Europe de l'Institut Jacques Delors et j'ajoute que vous êtes tchèque, mais aussi de nationalité française. Selon vous, la victoire sans appel de Peter Magyar montre un net rejet du modèle idéologique de Viktor Orban, même si, ajoutez-vous, les Hongrois, fondamentalement conservateurs, ont choisi un candidat qui les rassure. À côté de vous, Amélie Poinceau, bonsoir, journaliste à Mediapart. Vous avez publié Dans la tête de Viktor Orban, c'était aux éditions Actes Sud, et selon vous, la défaite de Viktor Orban est un échec majeur pour les extrêmes droites européennes qui perdent un modèle, et c'est un vrai camouflet pour Donald Trump, notamment, qui l'a soutenu. Et à côté de vous, Yves Bertoncini, bonsoir, consultant et enseignant en affaires européennes. Vous enseignez à l'ESCP Business School et au corps des mines. Vous considérez que Viktor Orban était un caillou dans la chaussure de l'Union européenne. Quelle image! Il mettait son veto sur de nombreuses décisions, notamment concernant l'Ukraine. Avec Peter Magyar, l'Europe va avoir un partenaire largement plus coopératif. On va développer évidemment tout cela, mais d'abord le chiffre du jour, Benjamin. Le taux de participation aux élections législatives d'hier a atteint un record. 79,5% des électeurs ont pris part au vote, soit 10 points de plus qu'en 2022. C'est aussi le taux le plus élevé de l'histoire de la Hongrie depuis la chute du communisme en 1989. Amélie Poinceau, avec beaucoup de jeunes, il faut le dire, qui ont voté et qui ont fait pencher la balance hier. Tout à fait, l'électorat jeune et je dirais aussi l'électorat des zones rurales, puisque les circonscriptions rurales étaient précisément acquises au Fidesz, le parti de Viktor Orban. Et c'est là que s'est jouée, à mon sens, l'élection, puisque à Budapest, notamment, la mairie est depuis déjà quelques années occupée par un homme de gauche écologiste. Les grandes villes, de manière générale, étaient plus acquises au camp pro-européen. Et c'est dans les campagnes que l'électorat conservateur se nichait, précisément. Łukasz Masek, les raisons objectives de cette défaite, alors certes il y a l'usure, 16 ans de pouvoir, mais aussi une situation économique très dégradée et une corruption, on dit, endémique. C'est aussi ça qui a motivé le choix des électeurs? Alors déjà il y a l'usure, mais il y a aussi 16 ans de construction d'un système qui était censé durer pour encore très longtemps. Donc c'était aussi 16 ans de fortification du système Orban. Donc je pense que l'usure n'explique pas tout, loin de là. Effectivement, je crois que la campagne de Peter Magyar a mis le doigt là où ça fait mal, avec en plus une façon assez astucieuse de mener la campagne, avec une sorte de trolling permanent de Viktor Orban sur des sujets comme la corruption. Et puis il y a aussi les performances économiques de ces dernières années qui sont très mauvaises. 40% d'inflation, c'est ça? On parle de taux très impressionnants. Tout à fait, et globalement un pays qui
notamment lorsqu'on le compare à d'autres pays de la région, est en dessous de son potentiel. Et je pense qu'il y a dû frapper les esprits en Hongrie, c'est qu'il y a 1 an ou 2 à peu près, l'Eurostat a annoncé que la Roumanie est passée devant la Hongrie en PIB par habitant, ce qui, vu de Hongrie, rime quand même à une humiliation. Un camouflet, quoi. Oui. Pour le même nombre d'habitants. C'est-à-dire, en 2010, lorsque Viktor Orban arrive au pouvoir, je crois que l'écart entre les deux pays devait faire à peu près 14 ou 15 points. 16 ans plus tard, la Roumanie passe devant. C'est quand même assez désastreux en termes de bilan économique. Yves Bertoncini, on a beaucoup critiqué le manque de respect de l'état de droit par Orban. Et en même temps, hier, il a reconnu sa défaite très rapidement, ce qui a même surpris certains. Oui, on a été déçus en bien, si je puis dire. Il faut dire que la défaite est monumentale. C'est-à-dire que même les plus prudents des analystes, ou les plus optimistes, pardon, pouvaient considérer que oui, 55, 60. Là, c'est une très lourde défaite et c'est d'autant plus lourd que l'opposition, enfin maintenant le nouveau Premier ministre, Peter Magyar, atteint la majorité des 2/3 qui va lui permettre de réviser la Constitution, et, comme l'a dit Lucas, qui avait été quand même tordue assez fortement dans le sens d'un pouvoir autocratique, alors qui était usé, mais qui était dénoncé pour ses penchants autocratiques, pour la corruption. C'est là-dessus que Peter Magyar a rompu avec Viktor Orban il n'y a pas si longtemps, il y a 1 an et demi. Et puis je crois que ce qui a joué, c'est 2 autres choses. Le fait que Peter Magyar vienne du camp conservateur. Je ne suis pas sûr que les Hongrois auraient été prêts à mettre au pouvoir un progressiste de gauche. D'ailleurs, la gauche n'est pas présente au Parlement. Budapest. Ils ont même disparu, mais s'ils ont disparu, c'est qu'ils ont massivement soutenu Peter Magyar pour se débarrasser de Viktor Orban. Et si vous permettez, il y a quand même un dernier élément. Comme Viktor Orban ne pouvait pas miser sur son bilan économique, social et même démographique qui était mauvais. Donc il ne pouvait pas miser... La natalité est en chute. 1,3, et donc c'est pas mieux que quand il est arrivé, même s'il a fait quelques efforts natalistes. Comme effectivement il était un système politique très très contesté, il a misé sur la géopolitique en étant à la fois pro-russe et anti-bruxellois et anti-ukrainien. Et je crois qu'il s'est décalé de manière trop radicale, loin du centre de gravité des Hongrois, qui historiquement n'aiment pas particulièrement Moscou, vu l'histoire de l'invasion russe et de l'oppression soviétique, et puis qui, au fond du fond, sont plutôt européens, sans être enthousiastes pour la construction européenne. Et c'est aussi là-dessus qu'il a pu perdre. On va évoquer donc un peu plus en détail la personnalité qui est ce Peter Magyar, qui a 45 ans. Anna. Il était encore novice en politique il y a à peine 2 ans. Il a 45 ans, mais il est l'exemple parfait de celui qui a su retourner sa veste à son avantage, car avant de devenir l'homme providentiel de Hongrie, il a fait partie intégrante du système. Avocat de formation, il a toujours entretenu un lien fort avec les institutions politiques. Son grand-oncle et parrain était président de la République de 2000 à 2005. Peter Magyar a été membre du Fidesz, le parti d'Orban, pendant longtemps. Il a occupé le poste de diplomate chargé des affaires européennes à Bruxelles. Et il a aussi été à la tête de la Banque hongroise de développement. Il est également l'ex-époux de Judith Varga, la ministre de la Justice sous le gouvernement Orban. Mais c'est en 2024, après la démission de sa femme empêtrée dans un scandale politico-judiciaire, qu'il se lance véritablement en politique en tant qu'opposant au système. Il prend à ce moment-là les commandes du parti de centre-droit Tisza, laissé à l'abandon, et il promet un changement de régime. Sur la forme, vous l'avez dit, c'est un fin communicant. Il a fait campagne sur les réseaux sociaux, mais pas que. Il s'est déplacé sur le terrain avec sa caravane. Sur le fond, il a promis un rebond économique, de lutter contre la corruption et d'inscrire la Hongrie comme candidate au parquet anticorruption européen. Il s'est également engagé à être un allié fiable de l'OTAN et un partenaire loyal de l'Union européenne. Alors après sa victoire écrasante hier, il a appelé, je cite, toutes les marionnettes d'Orban, à savoir président de la République, président de la Cour suprême, président de la Cour des comptes et d'autres, à démissionner dès que possible. Amélie Poinceau, est-ce que c'est vraiment un homme de rupture ? Dans le discours, oui. Dans les faits, ce sera bien compliqué de démanteler tout ce qu'a fait, tout le système qui a été mis en place par Viktor Orban et le Fidesz, puisqu'on l'a évoqué déjà, il y a eu déjà la réforme de la Constitution dès son arrivée au pouvoir. En fait, quand il arrive au pouvoir, ou plus précisément quand il revient au pouvoir en 2010, puisqu'il avait déjà effectué un premier mandat entre 1998 et 2002, à ce moment-là, en 2010, tout va très vite. Et entre 2010 et 2012, il y a une frénésie législative au Parlement hongrois. Il y a toute une série de réforme qui s'attaque à l'indépendance de la justice, à l'indépendance des médias, qui réforme également le système électoral qui, du coup, l'a permis de le maintenir au pouvoir pendant ensuite 4 mandats d'affilée jusqu'à ce que ça se retourne contre lui. Et vous ne pensez pas qu'il est capable de détricoter tout cela ?
aujourd'hui. C'est possible. Il a effectivement cette majorité des deux tiers qui le permettent. Mais il va falloir également aussi changer tout le personnel qui est à la tête des principales institutions du pays. Et moi, je pense qu'en fait, s'il n'y a pas derrière la pression de la société civile qui se maintient, comme elle s'est exprimée hier dans les urnes, ça ne pourra pas aller jusqu'au bout. Je pense qu'il y a là aussi, de la part de la société civile, des corps intermédiaires, etc., des ONG, etc., une pression à exercer, puisque c'est justement tous ces corps-là qui ont été mis à mal par le système illibéral mis en place par Orban. Juste une question, Lucas Macek. D'onomastique, son nom, c'est peut-être un trésor, le nom de Peter Magyar. Magyar, ça veut dire quoi? Ça veut dire hongrois, non? Eh oui, ça veut dire hongrois. Donc, le côté providentiel. Ça peut coaliser autour de lui quelque chose de l'ordre d'une fidélité nationaliste. Après, je pense que là, on reste dans le registre de l'anecdote, mais effectivement, ça a dû aider. Mais effectivement, la problématique, en fait, on la connaît déjà, notamment de la Pologne, c'est-à-dire comment restaurer l'état de droit sans sortir soi-même des règles de l'état de droit. Ça concerne Donald Tusk, alors, en l'occurrence. Donald Tusk. Alors, ceci dit, Peter Magyar, du coup, quelque part, a gagné un mandat tellement fort que ça pourrait être plus facile, paradoxalement, pour lui, alors que ce qu'il faut déconstruire est beaucoup plus solide et beaucoup plus ancré que ce qu'on a pu voir en Pologne. Mais c'est vrai que Donald Tusk, en Pologne, pour le coup, il a des marges de manœuvre très étroites, surtout depuis que la présidence a été gardée par le parti PIS. Alors que là, pour le coup, effectivement, Peter Magyar a plutôt un boulevard devant lui, mais ça sera quand même très, très compliqué. Mais pardon, mais sur les réformes sociétales, parce qu'on en a beaucoup parlé, ici, il a interdit les Gay Pride, Orban, il a durci l'accès à l'avortement, Yves Bertoncini. On ne sait pas trop quelles sont les positions de ce nouveau Premier ministre. Est-ce qu'il a la volonté de changer ce qui a été fait par Orban dans ce domaine ? Il a la volonté de changer pour tout ce qui relève de l'état de droit, en tout cas, la lutte contre la corruption, le pluralisme des médias, la justice indépendante. Et là-dessus, il y aura aussi une pression européenne, parce que c'est la condition pour, notamment, y compris toucher des fonds européens. Il y a jusqu'à 18-19 milliards d'euros qui ont été bloqués à un moment donné parce que c'est la conditionnalité état de droit. Et donc, a priori, là-dessus, je crois qu'il a tout intérêt. Les Hongrois le demandent et l'Union européenne l'accompagnera. Ses alliés politiques, parce que maintenant il est au Parti populaire européen avec la CDU-CSU, je pense qu'il sera encouragé. Alors, quand on arrive sur les autres sujets qui sont des sujets plus sociétaux, il faut dire les choses. Le droit à l'avortement n'est pas de compétence européenne. Tout ce qui est mariage pour tous, il n'y a pas de droit européen. Il n'y aura pas de pression là-dessus. Et donc là, il y a, je suis évidemment tout à fait de tout cœur je suis sur ces sujets-là, mais en faveur du droit à l'avortement, au mariage pour tous, mais je suis obligé d'observer que l'Union européenne est beaucoup plus gênée parce que ce sont des sujets sur lesquels, d'abord, les États ont retenu leurs compétences, et deuxièmement, il y a quand même une hétérogénéité des valeurs en Europe, et une Europe centrale, je le dis sous votre contrôle, qui est un tout petit peu plus traditionnelle, conservatrice, qui n'a pas eu la même histoire que les pays de l'Europe occidentale. Oui, vous voulez réagir? Je crois qu'il y aura deux changements quand même notables. Le premier, c'est qu'il n'y aura pas d'outrance. C'est-à-dire, une chose, c'est de ne pas soutenir le mariage pour tous. Une autre chose, c'est de criminaliser l'homosexualité et de l'assimiler dans la législation avec la pédophilie. C'est ce qu'a fait Viktor Orban. Donc je pense que là, il y aura des retours en arrière sur ce qu'on peut considérer comme un excès, comme une outrance, mais tout en restant quand même ancré dans des valeurs conservatrices et donc sans aller très loin dans l'autre sens. Le deuxième changement, c'est qu'il n'y aura pas, ou en tout cas beaucoup moins, mais je pense qu'il n'y aura pas, parce que ce n'est pas son intérêt, d'instrumentalisation politique de ces sujets. Pour Viktor Orban, c'était des outils de mobilisation de son camp pour asseoir son pouvoir. Je pense qu'au contraire, quand on voit qui a fêté la victoire de Peter Magyar hier dans les rues, je pense que Peter Magyar n'a aucun intérêt à instrumentaliser ces sujets, parce que ce sont des sujets qui en fait divisent son électorat. Donc je pense qu'il aura tendance à faire le service minimum pour défaire les excès de l'urbanisme, mais effectivement, il restera sur ces fondamentaux d'un chrétien-démocrate conservateur. Et sur l'Europe, alors, Amélie Poinçot, parce qu'on a vu qu'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, s'est félicitée de cette élection. D'ailleurs, elle a été fortement critiquée par Marine Le Pen. Est-ce que c'est vraiment un Premier ministre pro-européen qui va être en faveur de l'Ukraine, qui va soutenir l'Ukraine ou pas, notamment, Il vient de dire qu'il est contre l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Oui, et pendant la campagne, en réalité, il s'est très peu prononcé, voire pas du tout prononcé, sur le sujet de l'Ukraine, des sanctions vis-à-vis de la Russie, etc. Donc là, de ce point de vue-là, alors il y a un affichage pro-européen, c'est clair. Du côté des dirigeants européens, il y a un soulagement parce qu'effectivement, il a énormément crispé à Bruxelles. Il y a eu énormément de bras de fer, précisément sur les entorses à l'état de droit. Et comme ça a été dit, c'est pas sur les libertés individuelles, le respect des minorités,
minorité, etc., que c'était agacé l'Union européenne et qu'elle avait pris des sanctions à l'égard de la Hongrie, ou en tout cas suspendu plutôt des fonds, mais c'était pour les entorses à l'état de droit. Après, c'est aussi toute une tactique politique qu'avait Viktor Orban de contester vivement les choses à Bruxelles pour ensuite apparaître comme le sauveur, le défenseur des intérêts hongrois, etc. à Budapest. Et là, ce jeu-là permanent, effectivement, on peut estimer que Peter Mayer ne sera pas là-dedans. Mais en revanche, le fait que la Hongrie est limitrophe de l'Ukraine et que les Hongrois, de fait, sont inquiets par cette guerre à leur porte, ça va pas changer. Et Peter Mayer va être très prudent par rapport à ça. Il y a aussi une minorité hongroise importante en Ukraine. Et donc ça joue évidemment dans les positionnements des Hongrois. Oui. Attendez, juste démonstration par l'image avec notre archive de ce que vous dites. Vous vous rappelez de ce que faisait Viktor Orban en apposant des vétos en permanence. Là, on est en 2023. Il met son veto pour une aide précisément à l'Ukraine. Ça se passe à Bruxelles. On est en décembre 2023. Viktor Orban, l'homme qui résiste à l'Union européenne. Cette nuit, les 26 membres n'ont pas réussi à convaincre le Premier ministre hongrois, réfractaire à une aide financière cruciale pour l'Ukraine. Résumé du quart de nuit, veto sur l'argent supplémentaire à l'Ukraine, veto sur la révision du budget. Cette aide de 50 milliards d'euros sous forme de prêts et de dons est prévue sur 4 ans à compter de l'an prochain. Les 27 se retrouveront en janvier lors d'un nouveau sommet. Malgré les réticences de la Hongrie, nombreux ont l'espoir que l'Europe soit unie. Yves Bertoncini, on disait que la Hongrie était le cheval de Troie russe en Europe. C'est fini ça avec son nouveau Premier ministre ? Oui, c'est ça le changement. C'était aussi le cheval de Trump d'ailleurs. Et donc, le nouveau Premier ministre, avec sa légitimité forte, il peut s'affirmer en tant que Premier ministre de la Hongrie, qui est un grand pays, qui a en effet des positions un peu tièdes sur l'Ukraine. Et il a déjà dit d'ailleurs qu'il lèverait son veto auprès de 90 milliards, mais auquel la Hongrie ne contribuera pas plus que la République tchèque et la Slovaquie. Mais au moins, il ne sera plus bloquant. Pour récupérer aussi 19 milliards, on dit. Oui, mais pour ça, les 19 milliards, il faut qu'il fasse toutes ces réformes sur l'état de droit, etc., dont on a parlé, parce qu'il en va aussi de la protection des investissements européens dans la région. Ce n'est pas que des enjeux de valeur, c'est des enjeux très prosaïques. Donc là-dessus, le changement sera quand même net. On aura l'impression d'avoir affaire à un chef de gouvernement qui représente son peuple sans être soumis au point où en était Viktor Orban, à des influences étrangères, à Washington, à Moscou et même à Pékin, pour ce qui est de Viktor Orban. Je crois que là encore, sur l'Ukraine, en fait, il faut séparer deux choses. Il y a des problèmes bilatéraux, comme d'ailleurs entre la Pologne et l'Ukraine. La Hongrie, notamment à cause de la minorité hongroise, a quelques litiges avec l'Ukraine. Là-dessus, je pense que Peter Magyar, comme n'importe quel Premier ministre hongrois, va être exigeant, va instrumentaliser peut-être la candidature ukrainienne à l'Union européenne pour mettre la pression sur l'Ukraine. Et ça, pour le coup, il n'y aura pas un énorme changement. Il va continuer à parler avec Poutine ou pas ? Par contre, la différence, c'est que, en fait, ce qui était... Pour Viktor Orban, il me semble que la question de la minorité hongroise en Ukraine, c'était un prétexte. Le vrai sujet, c'était une forme de complaisance et un jeu géopolitique entre Bruxelles et Moscou. Et ça, je pense que c'est réellement fini. Et pour preuve, dans les dernières semaines et dans les derniers jours de campagne, Peter Magyar a beaucoup accentué le thème anti-russe, avec des slogans de 56, les Russes rentraient chez vous, etc., qui étaient scandés dans les meetings, etc. Et, à vrai dire, j'étais un peu étonné qu'il joue là-dessus, parce que d'une certaine manière, il s'avançait sur le terrain qui, a priori, aurait pu être favorable à Viktor Orban, puisque c'est lui qui essayait de passer Magyar pour le va-t-en-guerre, etc. Mais en fait, on a vu que ça a résonné. Et donc, je pense que Peter Magyar, là, a vraiment le champ libre pour bien marquer, comme lui-même l'a dit, que c'était une élection entre l'Ouest et l'Est, et que la Hongrie a choisi l'Ouest. Alors, les dirigeants européens se sont ouvertement félicités de la défaite d'Orban, à l'image du chancelier allemand. Der Rechtspopulismus hat gestern in Ungarn eine schwere Niederlage erlitten. Und das betrifft nicht nur Ungarn. Von Ungarn geht ein sehr klares Zeichen aus gegen den Rechtspopulismus auf der ganzen Welt. Insofern war das auch in dieser Hinsicht ein guter Tag gestern. Une bonne journée parce qu'il pensait certainement à l'AfD, à l'extrême droite allemande. Mais on se pose la question, Amélie Brosseau, pour la France, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle, notamment pour le Rassemblement national et Marine Le Pen ? Le Fidesz est de fait le premier allié politique du RN au Parlement européen. C'est le plus gros contingent d'eurodéputés dans son groupe, dans le groupe Patriote pour l'Europe. Et depuis longtemps, Marine Le Pen soutient Viktor Orban. Elle était là-bas fin mars. Oui, mais elle ne l'a pas fait seulement pendant la campagne. Depuis bien avant, depuis au moins
moins deux mandats. Elle a joué cette alliance avec Viktor Orban. Mais on entendait Friedrich Merz et je voulais justement me rappeler aussi que pendant longtemps, la droite allemande a soutenu Viktor Orban, qui a jusqu'à 2021 fait partie des rangs du Parti populaire européen, la droite allemande, aux côtés de la CDU-CSU, qui l'a soutenu donc jusqu'en 2021. Et c'est que depuis les dernières élections européennes, donc il a rejoint officiellement donc l'extrême droite européenne. Mais Yves Bertoncini était vraiment à la tête d'une internationale réactionnaire, Orban. On pourrait dire ça. Il y a quelque chose, il y a un pilier qui est tombé. C'était quand même le parrain. Hein. C'était le plus ancien dans le grade le plus élevé, au pouvoir depuis 16 ans. Une forme de théorie, d'une vision de la civilisation européenne assaillie. Et ça lui attirait à Budapest avec des sommets, le soutien des leaders d'extrême droite du monde entier. Et j'ajoute, au-delà de la brochette que vous venez de nous présenter, J.D. Vance est allé sur place encore. Et donc c'est ça qui a internationalisé aussi le scrutin et qui permet aujourd'hui de dire que oui, cette mouvance-là, qui s'étend bien au-delà de la Hongrie, alors il y aura d'autres épisodes, y compris en France l'an prochain, mais a quand même là subi un camouflet très sévère, comme ça avait d'ailleurs été déjà le cas à l'élection présidentielle en Autriche, à l'élection présidentielle en Roumanie, lors des élections législatives aux Pays-Bas. Et donc c'est vrai que ça il y a un référendum en Italie aussi. Face à cette idée que ça serait inexorable, que voilà, les peuples d'Europe vont se donner. Vous êtes d'accord avec cette idée qu'il y a un reflux, un ressac de cette internationale illibérale et réactionnaire? Oui, mais avec un gros bémol, c'est-à-dire clairement un symbole tombe, un laboratoire du libéralisme ferme, un Disneyland des conservateurs chrétiens nationalistes américains ferme, effectivement. Mais donc je pense que c'est un coup, effectivement, porté sur le plan symbolique. Mais après, je pense que tous ces mouvements profitent en fait des dynamiques nationales et des contextes nationaux. Donc je ne pense pas que ce soit un affaiblissement. Je ne pense pas que l'électorat qui se tourne vers ces partis, que ce soit dans tel ou tel pays, soit si sensible que ça à ces questions d'alliance idéologique européenne, etc. Donc incontestablement, c'est un coup dur, mais c'est tout sauf un coup fatal, parce qu'encore une fois, ça se joue au niveau national. Mais les points, c'est un coup fatal aussi pour Trump, en tous les cas, une difficulté pour Trump et Poutine, inattendue pour les deux, vous diriez? Oui, après, c'est des puissances un suffisamment importantes pour... je ne crois pas qu'elle puisse être véritablement... C'était un relais quand même. Voilà, c'était un relais, une entrée dans l'Union européenne. Mais après, ça a été dit, voilà, les extrêmes droites en Europe et en France sont quand même en progression, elle continue de l'être. Donc, bon, pour l'instant, on peut pas dire que cette progression soit que ça marque un coup d'arrêt à cette progression, selon vous, Yves Bertoncini? Non, je trouve que Lucas a bien résumé, un coup d'arrêt, mais pas un coup fatal. C'est quand même important pour ces mouvements-là d'avoir eu pendant longtemps cet homme expérimenté qui était parti des conservateurs jusqu'aux patriotes pour l'Europe. Notons quand même que son successeur a fait le chemin exactement inverse, puisqu'il est parti du Fidesz, Peter Magyar, pour aller au PPE. Et d'ailleurs, ses premières visites seront en Autriche, en Pologne et à Bruxelles pour voir ses camarades du PPE. Et donc, on est sorti de la présence urticante de Viktor Orban. Et pour l'instant, il reste la République tchèque, la Slovaquie. On en parlera la prochaine fois. Voilà, parce que le débat est terminé. Merci à tous les trois d'être venus nous expliquer et nous permettre de mieux comprendre les enjeux de ces législatives.